Et on m'a demandé de vous embêter avec un peu de théorie. C'est vrai, nous avons l'habitude de consacrer des semestres entiers au thème de la durabilité. Vous me pardonnerez donc que je ne vous présenterai qu'une sélection de thèmes et que je ne rentrerai pas vraiment dans les détails. J'essaierai donc de vous présenter les tendances mondiales en matière de changement climatique et de développement durable. J'aimerais ensuite vous présenter pour la première fois la position de la Suisse. Alors ensuite, on va parler des voies menant au développement durable et je terminerai par un deuxième chapitre consacré à la position de la Suisse. Vous connaissez le Time Magazine qui a l'habitude de nommer chaque année une personnalité de l'année qui figure ensuite à la une du magazine. Et pour la première fois, il y a quelques années, le magazine a nommé pas une personnalité, mais la planète Terre. C'était en quelle année? Que pensez-vous? C'était en 1988. La science a déjà parlé du réchauffement climatique au début des années 70, mais en 1988, une conférence qui s'est tenue à Toronto a sensibilisé le public. Vous pouvez peut-être vous dire le timing n'était pas vraiment parfait parce que en 88 le public a parlé d'autres choses. En 81 c'était la chute du mur de Berlin. En 91 s'est effondré l'URSS. Donc les yeux du monde entier étaient rivés sur d'autres événements. 30 ans plus tard, le titre a été décerné à une autre personne. Vous la connaissez certainement. Et c'est vraiment le thème du changement climatique qui a à ce moment-là fait l'objet de toutes les discussions. Mais nous avons perdu beaucoup de temps en ces 30 années. Les émissions des gaz à effet de serre ont augmenté de 30% par rapport à 88. Donc la pression, elle est restée constante, mais elle a même augmenté depuis 30 ans. En 2015, plus de 190 États ont signé et conclu l'agenda 2030 qui définit 17 objectifs de développement durable. Donc pourquoi 17? Pourquoi pas plus ou moins? Mais c'était un processus participatif et qui a impliqué de nombreux acteurs. On a choisi une approche ascendante. Donc, ces 17 objectifs ont 169 sous-objectifs. C'est vrai, c'est assez complexe et des fois, on a du mal vraiment à s'y retrouver. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs? Qu'en est-il pour la Suisse? Nous pouvons dire que le bilan est un peu mitigé. Vous voyez, deux objectifs sont à portée de main. Ce sont les deux qui sont surlignés en vert. Il s'agit de la mortalité infantile et la formation. Ensuite, vous avez les objectifs en beige dont nous sommes déjà un peu plus loin, et puis les objectifs en orange qui sont vraiment loin du compte. Nous sommes loin de les avoir atteints. Donc, la mortalité infantile, la formation initiale, ce sont deux objectifs qui ne sont guère contestés, qui sont également relativement simples à mettre en œuvre. Et c'est un levier que nous devons absolument utiliser. J'aimerais attirer votre attention sur les objectifs qui sont surlignés en orange. Il s'agit notamment du changement climatique, de tous les objectifs liés donc à ce changement climatique. Il y a aussi l'énergie, les gaz à effet de serre, mais également des objectifs qui concernent la société, la faim, l'alimentation. Bon, nous, dans les pays riches, nous ne sommes pas confrontés vraiment à des famines, mais nous devons également nous occuper de questions liées, par exemple, à la malnutrition ou à l'obésité. La Suisse connaît ces problèmes tout comme les autres pays industrialisés.
La Suisse est relativement bien placée. Nous sommes 16e sur 165 pays et au niveau régional, nous nous positionnons légèrement en dessus de la moyenne. Je ne vous explique pas de quelle manière la Fondation Bertelsmann a établi ce classement. On peut critiquer l'approche choisie, mais nous faisons donc partie du peloton de tête. Nous sommes les meilleurs de la classe. Et quelles sont donc les valeurs de la Suisse? Où sommes-nous les bons élèves et où avons-nous encore ou un certain besoin de rattrapage, si vous voulez? Donc, où se situe la Suisse? Voici en vert les objectifs que nous sommes vraiment sur le point d'atteindre. En jaune, vous avez les objectifs où nous sommes sur la bonne voie, et puis en orange, les objectifs qui sont déjà un peu plus critiques, et puis les objectifs en rouge, c'est là où ça coince vraiment. En bas, vous voyez les tendances, donc les flèches qui montent, qui descendent. Donc en ce qui concerne l'inégalité, par exemple, la Suisse affiche clairement une tendance négative. Pour ce qui est des tendances, je vous ai dit que la Suisse est bien positionnée, mais si on jette un œil sur le classement, un œil critique, on constate que la Suisse a perdu du terrain. Nous devons donc nous rendre compte que nous avons également quelque chose à perdre. Nous n'avons pas le droit de nous reposer sur les lauriers. Nous devons donc défendre notre positionnement. Et nous sommes tous mis à contribution. Nous devons donc tous apporter notre pièce à l'édifice. Et les occasions ne manquent pas. Encore une dernière statistique à cet égard. Il s'agit ici des effets dits de spillover. Il s'agit donc de savoir que fait la Suisse. Est-ce que la Suisse, elle arrive à motiver ou à soutenir d'autres pays pour qu'ils atteignent également les objectifs en termes de développement durable, ou est-ce qu'elle les empêche plutôt? Donc la Suisse a encore quelques lacunes. Certes, elle figure toujours dans le peloton de tête, mais nous avons encore des progrès à faire pour limiter ces effets dits de spillover. Nous figurons donc dans le groupe des premiers pays, juste derrière les Émirats arabes unis, et nous avons donc vraiment encore des progrès à faire et nous avons une lourde responsabilité. Quels sont les engagements pris par la Suisse dans le cadre de l'agenda 2030? D'une part, et fait intéressant, la Suisse était le premier pays à avoir ancré ses objectifs dans la Constitution. Ensuite, le Conseil fédéral s'est engagé au niveau national et international pour la mise en œuvre de l'agenda 2030. Nous participons également à l'élaboration de rapports internationaux. Nous rédigeons régulièrement des rapports à cet égard, et l'agenda 2030 doit être un cadre de référence important pour la Suisse. Et puis la stratégie pour le développement durable en tant qu'instrument principal pour la mise en œuvre de l'agenda 2030 a été approuvée au printemps. Voici donc la stratégie pour le développement durable telle qu'elle a été définie pour la Suisse. En bas, vous avez les 3 priorités, les 3 objectifs prioritaires fixés par la Suisse. Ce sont donc les 3 objectifs principaux. Il s'agit d'un objectif économique, un objectif plutôt idéologique et un objectif économique. Il s'agit d'abord de la consommation et de la production, ensuite du climat, de la biodiversité et de l'énergie, et 3e objectif, l'égalité des chances. Vous vous rappelez peut-être le classement et la
place de la Suisse dans ce classement international et nous devons encore faire des efforts pour réaliser cette égalité des chances. Voici ces objectifs en détail. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous pouvez lire la présentation à tête reposée. J'aimerais maintenant vous présenter encore les voies menant au développement durable. Ce graphique représente donc différents pays et la taille des cercles représente le nombre d'habitants de chaque pays. En bas, donc à l'axe horizontal, vous voyez donc dans quelle mesure un État a transgressé les frontières planétaires et l'axe vertical indique le niveau de vie d'un État et dans quelle mesure il atteint les objectifs sociaux et sociétaux. Si on veut trouver un pays vraiment durable, on le trouverait dans le coin en haut à gauche, là où ne se trouve aucun pays actuellement. Donc, les pays qui se situent dans la partie inférieure du graphique devraient donc se diriger vers le haut. Ils devraient donc améliorer leur niveau social et tous les pays qui se situent à droite, ils devraient également se diriger vers la gauche et tous les pays qui se trouvent au milieu ne devraient pas commencer par se diriger vers la droite et ensuite vers le haut, mais ils devraient directement viser cette partie qui se situe donc en haut à gauche. La Suisse, elle bénéficie d'un niveau de vie élevé, mais notre empreinte écologique, elle est considérable. Et donc, si nous voulons faire vraiment nos devoirs, nous devons faire un effort pour nous diriger vers la gauche. Et le message ou l'enseignement qu'on peut tirer de ce graphique est que la distance qui sépare tous ces pays de l'objectif est identique pour tous les pays, donc. Et ces chemins, ces voies menant au développement durable doivent être négociées par chaque pays au niveau national, mais aussi au niveau international. Permettez-moi d'évoquer encore 3 notions qui sont très importantes pour la science. Il y a plusieurs formes de connaissances qui nous aident à parcourir ce chemin qui nous mène donc vers cette partie en haut à gauche. Il s'agit d'une part les connaissances systémiques classiques, ce sont les connaissances traditionnelles, toutes les connaissances dont nous disposons, toutes les données dont nous disposons, nous sommes à même de décrire l'évolution climatique à l'aide de modèles pour savoir ce qui se passe si on atteint ou non l'objectif de 1,5 degré. Nous sommes des experts en la matière. Ensuite, il y a les connaissances concernant l'objectif. La stratégie suisse du développement durable, les priorités fixées par la Suisse, ce sont de telles connaissances liées à l'objectif. Nous connaissons le sommet, nous savons quel est l'objectif et nous savons donc où nous souhaitons aller. Mais là où il y a encore des lacunes, ce sont les connaissances liées aux transformations. Donc, comment arriver au sommet? Quelles sont les bonnes voies, les voies adéquates qui nous permettent d'atteindre ce sommet? Que faire pour inclure les parties les moins privilégiées de la population, les personnes qui sont défavorisées? Donc, quelle voie choisir pour atteindre l'objectif fixé? Quelle voie choisir qui bénéficie également d'un large soutien politique? Nous pouvons adopter plusieurs approches. On peut intervenir activement pour provoquer une transformation. On peut également essayer de faire des réformes ou tout simplement rester les bras croisés et
adopter une attitude passive face à l'évolution des choses, ou bien on peut se diriger vers une impasse ou continuer comme par le passé. J'aimerais maintenant encore parler des leviers et des points d'entrée. En effet, nous avons rédigé un rapport pour les Nations Unies où nous avons justement mis au point ce système. Donc, quels sont les leviers qui nous permettent de provoquer donc ou d'induire ces changements? Donc, à l'horizontale, vous avez la gouvernance, vous avez l'économie et la finance, vous avez, pour ce qui est de la société civile, vous avez un changement de comportement individuel et collectif, ou bien vous avez le levier de la science et de la technologie. Ce sont donc les 4 leviers qui permettent ou qui favorisent la transformation au niveau mondial. Ensuite, vous avez les colonnes verticales qui représentent des points d'entrée et qui indiquent les champs thématiques où il faut intervenir. Et ils indiquent également où ces leviers peuvent déployer leur effet. J'aimerais maintenant vous présenter en détail un de ces leviers. Prenons par exemple le système alimentaire. Donc à la verticale, vous avez donc ce système alimentaire et pour chaque levier qui est illustré ici, vous pouvez définir plusieurs approches. Comme par exemple pour la partie verte, il s'agit de réduire le gaspillage alimentaire, ou bien on peut changer ses habitudes alimentaires, ou dans le domaine de l'économie, on peut réfléchir à de nouveaux modèles d'assurance, ou bien à la modification du système ou des modèles de sécurité sociale. C'est donc comme un puzzle. Nous pouvons donc combiner ces leviers au point d'entrée, à tous ces sujets, à tous ces champs d'activité qui nous permettent de nous rapprocher des objectifs fixés et qui nous permettent également de parcourir donc ce chemin qui nous sépare encore des objectifs de l'agenda 2030. Voici encore une fois ces 17 objectifs. J'aimerais encore mentionner un point très important. Il serait faux de se limiter à un seul objectif considéré comme étant crucial pour nous, mais il est essentiel qu'on perçoivent ces objectifs comme une entité. Chaque objectif fait partie d'un ensemble interdépendant. Et c'est également la question qu'on a posée à des spécialistes. Donc, si on modifie, par exemple, un objectif, quel est l'impact de cette modification sur les autres objectifs ou l'inverse? Voici le résultat de cette analyse. Tous les points en bleu représentent une interdépendance positive entre deux objectifs. Donc, si on modifie un objectif, cela a un impact positif sur l'autre objectif. En blanc, vous avez les objectifs neutres. Et en rouge, vous avez les objectifs qui sont contradictoires, où il y a un conflit entre les différents objectifs. Mais tout compte fait, nous pouvons constater qu'il y a plus d'objectifs positifs. Rares sont les objectifs contradictoires ou ceux qui sont en conflit les uns avec les autres. Nous avons donc un effet bénéfique et si on regarde cela différemment, nous pouvons constater que si on combine différents objectifs, on peut obtenir un effet positif. Et à droite, vous voyez une proposition de mise en œuvre de toutes ces approches au niveau national. Et j'aimerais surtout attirer votre attention sur la mesure 4. Il s'agit d'identifier des voies et des approches prometteuses vers la transformation. Et la formation représente un des leviers clés qui permet donc de provoquer un changement et vous êtes donc très bien placé
pour apporter également votre pièce à l'édifice. Voilà, je vous remercie de votre attention.